Ce débrief hebdo en fin d'année va être beaucoup plus long que prévu, mais c'est pas grave, parce que plus c'est long. Je me demande si on n'est pas allé un peu fort sur le titre parce que carnage. Bon, en même temps, ça fait un mois qu'on bosse les indices à la vente et les marchés viennent de perdre 6% en 3 jours. Donc c'est vrai que ça se vaut. D'ailleurs, on en avait parlé dimanche dernier dans le débrief hebdo que tout se jouait maintenant. Ah, j'ai pas pris au dépourvu. Alors pourquoi une telle chute des marchés? Est-ce que c'est justifié? À qui la faute? Même si j'ai quand même ma petite idée parce que lui, il a quand même perdu sa jambe au passage. C'est ta faute tout ça. Si. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où va-t-on s'arrêter? Que faire? En termes de questions, ça va aller là parce que... Non mais c'est parce que ce soir il y a match. Alors ça serait pas mal que ça déborde pas. Et on terminera avec la partie crypto. Est-ce qu'elles vont suivre cette purge ou pas? C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est right now in the débrief hebdo. On savait que c'était le grand rendez-vous de cette fin d'année, que les marchés étaient bloqués là-haut et qu'avec tout ce qui était attendu cette semaine, ça n'allait pas durer. Alors ça a commencé en début de semaine avec la sortie des chiffres d'inflation aux États-Unis. Et là... Oh, t'emballes pas. Hein. Oui, c'est vrai, t'as pas tout à fait tort. 0,1% d'inflation seulement au mois de novembre aux États-Unis, on attendait plus 0,3%. C'est ce que j'appelle le premier effet qui se coule. À ne pas confondre avec le premier effet qui s'écoule. Oui, je sais, ça va rester. Et forcément, quand tu travaillais à la vente depuis des semaines, ces gros niveaux de résistance sur tous les indices, partout dans le monde, forcément, quand tu mets une bougie verte comme ça et qu'il y a un bon chiffre, tu te poses la question. Et le marché aussi. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que Jérôme Powell va nous dire le lendemain, eh ben, c'est cool ce qui est en train de se passer? Parce que l'inflation, oui, c'était mardi. Mais mercredi, deuxième effet qui se coule. Décision et stratégie de la Fed à venir? Quelle sera-t-elle? Donc c'est bien, l'inflation ralentit, mais mathématiquement, 7,1% d'inflation, c'est toujours supérieur et largement supérieur à l'objectif de 2% que s'est fixé la Banque centrale. Sachant que dans ce chiffre, la part qui a le plus contribué à cette augmentation, c'est le logement, qui a largement compensé la baisse des prix de l'énergie. Et alors, à la première bougie verte qu'on a, le premier réflexe qu'on a... La minute pédagogie avec Xavier Fenot. À générique direct. Minute pédagogique directe, ok, allons-y. Je disais donc, le premier réflexe qu'on a, c'est que toute impulsion des marchés, qu'elle soit positive ou négative, tout emballement, toute grosse bougie, quelle qu'elle soit, perd de sa valeur si elle est retracée à hauteur de 50%. Moyen mémotechnique, 50%. Et ça, c'est fondamental pour la suite. Parce que même s'il n'y avait qu'1% de probabilité que le marché réagisse finalement mal à une inflation qui est meilleure que prévu, il fallait être prêt. Parce que je rappelle, il y a 2 mois, quand on était tout en bas là-bas, le chiffre qui a déclenché 20% de hausse quasiment en ligne droite des marchés, c'était exactement la même chose, mais à l'envers. Le chiffre d'inflation était légèrement supérieur à ce qui était prévu. Mauvaise nouvelle, les marchés baissent, grosse impulsion baissière. On commence à retracer 50% de cette impulsion baissière. C'est reparti dans l'autre sens. Mais dans l'autre sens, vraiment quoi. Donc là, c'est la même chose, mais à l'envers. Chiffre meilleur que prévu. Retracement à la baisse de 50% de cette impulsion haussière sur le marché. Et c'est là qu'on a eu les premiers signaux baissiers qu'on a commencé à travailler à la vente. Les indices qui étaient restés bloqués là-haut depuis des semaines sous ces zones de résistance, que ce soit le Dow Jones, le SP500, le CAC, le DAX, et même, partons au Japon, oui, le Nikkei, et ben dès qu'on a retracé 50% de ces bougies impulsives, on efface la force du marché. On a des premiers signes d'inversion psychologique. Alors, bien entendu, il n'y a aucune garantie que derrière on fasse un espèce de mouvement énorme, que ça aille vite dans l'autre sens et fort. Mais comme je l'ai dit, on a des premiers signes d'essoufflement, voire de retournement et d'inversement de tendance. D'inversement, j'ai dit là, ou comment ça se passe? Inversion de tendance. Bah, c'est pas plus mal qu'il y ait bientôt les vacances quand même. Et ça tombe bien parce que le lendemain, la Fed s'est exprimée au travers de son patron Jérôme Powell. Et ce, simultanément à la demi-finale de l'équipe de France. Alors, comment tu fais dans ces cas-là? Eh ben, Bibi... il fait les deux. Et c'est parti, 20h30, le coup d'envoi est lancé par l'arbitre monsieur Jérôme Powell. C'est parti pour 15 minutes de discours très intensif. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. La Fed a fait sa double hausse des taux, que j'ai appelé une pinte de hausse de taux. Oui, 50 points de base. C'est exactement ce qui était attendu. C'est ni bon ni mauvais. Mais le marché arrive quand même à coller une énorme bougie rouge. Ça, c'est à 20h. Allez, la France, le Maroc, on y va. Et ben au bon moment, bam, Jérôme Powell fait décaler le marché. Je disais, deuxième voyant rouge. Et ensuite,
Ensuite, à partir de 20h30, le discours de Powell qui inquiète sur 2 points. Il va continuer à monter les taux, continuer cet effort. Il n'a pas de preuve que l'inflation est en train de ralentir, de s'assagir. Il garde son objectif de 2% d'inflation, quitte à sacrifier le soft landing, atterrissage en douceur. Pour résumer, il vaut mieux récession que inflation. Ouais, non, mais je t'ai dit, c'est pas beau. Deuxième chose, il révise à la baisse ses perspectives de croissance. 0,5% de croissance l'année prochaine. Il y a 3 mois, il les estimait à plus 1,2%. D'après lui, on reverra les 2% de croissance 2025. Le taux de chômage qui est aujourd'hui à 3,7% devrait monter à 5%. Et avec ces efforts, l'inflation devrait réduire de moitié en 2023. En tout cas, vaut mieux, et revenir à cet objectif de 2% d'inflation 2025. Du coup, en termes de taux directeur avec ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle les dot plots. Les taux directeurs devraient dépasser les 5% en 2023. On est aujourd'hui donc à 4,5. Et plusieurs journalistes ont posé la question à la fin de son discours, mais c'est quand le pivot de la Fed? À quel moment est-ce qu'il va envisager de baisser les taux directeurs? Eh bien, il a répondu, wow, on se calme là. Déjà, c'est pas au programme. Et deuxio, pour le moment, on va d'abord lutter contre l'inflation. Si tu veux bien en faire un objectif après l'autre, c'est déjà pas mal. Et à sa décharge, il a été clair et il n'est pas tourné autour du pot. Putain, mais c'est pas possible, j'ai un problème de français. Il n'a pas tourné autour du pot. Bon, ça va être dur pour l'économie, mais il va y aller encore. Et à ce stade d'ailleurs, il n'y a pas d'accalmie sur le taux à 10 ans qui reste perché au plafond. Alors tu t'en doutes que le chiffre d'inflation qui est ressorti la veille, légèrement meilleur que prévu, ça a été vite oublié. Allez hop, ça dégage. Déjà parce que le marché n'aime pas la certitude. Bah oui, l'ampleur de la récession qu'il va y avoir, pour le moment, personne n'a l'info. Et forcément, deuxièmement, le marché aime quand même rarement les mauvaises nouvelles. Et comme je l'ai dit la semaine dernière dans le débrief hebdo, tu sais, ce fameux croisement des taux courts avec les taux longs, ça a toujours précédé une récession. C'est QFD. Alors avant de parler de l'impact que ça a eu sur les marchés, faut savoir que la Fed n'est pas la seule à remonter ses taux directeurs. Tournée générale, tournée générale. Une pinte de hausse des taux pour tout le monde. La BCE, allez, pinte pour la BCE, c'est pour moi, c'est cadeau. Réduction de son bilan à partir du mois de mars. Christine a ajouté que l'inflation est trop haute. Oh, surprise. Et elle le restera. Combien de temps l'inflation aussi haute? Tu sais pas. D'accord. Ok. En termes de pivot, la BCE, non, elle pivote pas non plus. D'accord. Bon, pas de pivot non plus de la BCE, prévu. Le PIB va se contracter. On le voit bien ici avec 0,5% de croissance. Comme aux États-Unis. En fait, tu fais pareil qu'aux US. Tu te fais pas chier. D'accord, ok. Alors, prochaine tournée, la Banque Centrale d'Angleterre, une petite pinte. Pareil, ok. Petite pinte aussi pour la Banque Centrale d'Angleterre, 50 points de base de hausse des taux. Il passe à 3,5%. C'est son plus haut niveau depuis 2008. Et c'est pas fini, parce qu'il prévoit encore un tour de vis. Donc à partir de maintenant, la Fed va redevenir data dependent. Elle va enlever le pilote automatique et justement essayer de tâtonner pour chercher le pivot. La BCE, elle, par contre, c'est l'inverse. Elle se met en pilote automatique. On remonte les taux, allons les taux et puis après on verra. Et malgré d'ailleurs la contraction économique à venir. Et la Banque Centrale d'Angleterre, c'est à peu près pareil, même si elle estime que le pic d'inflation, normalement, il ne devrait pas être loin. Parce que sinon ça va être très compliqué, donc ça serait quand même pas mal, mais ça va rester sur un plateau quand même un moment. Donc avec tout ça, bien entendu, le marché après 12 heures de digestion n'a pas très apprécié, il a perdu 5%, plus de 6% sur certains indices depuis leur plus haut qui avait été atteint avec cette bougie haussière lié à l'inflation meilleure que prévu. Donc oui, ça fait des grosses variations, ça fait un moment qu'on n'avait pas eu ce pic de volatilité. Mais voilà, on a travaillé pour ça, à la vente sur tous les indices et on a été récompensé en quelques jours. Alors la question c'est est-ce que ça va durer? Je vais tenter d'y répondre en sachant que généralement sur les 20 dernières années, les premiers mois de l'année sont très peu haussiers sur l'indice SP500. Ça, ce graphique-là, c'est ce qu'on appelle la saisonnalité. Alors FT, ce qui serait pas mal, c'est comme la dernière fois que tu montres que janvier, février, mars, tu vois que la courbe elle ne monte pas, tu vois, elle reste proche de zéro. Ça veut dire que en moyenne, sur les 20 dernières années, le SP500, tu vois, il bouge pas trop, il monte pas trop surtout. Voilà, parce que tu as été quand même particulièrement très pédagogue la dernière fois, donc surtout, je veux pas te couper dans ton élan. Ouais, carrément, c'est facile. Regardez votre écran. Même si, bien entendu, les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Bon, ça devait se jouer là, je crois que j'ai pas menti, fallait être prêt et on l'a été. Après la première alerte de 50% de retracement de cette bougie haussière impulsive liée à l'inflation, la seconde alerte de double hausse des taux qui a collé une bougie rouge et la troisième d'une digestion d'à peu près 12 heures du discours de la Fed particulièrement inquiétant et en plus de ça, bien entendu, de l'approche de la fin d'année. Donc généralement, les investisseurs, les gérants, ils font un peu les comptes et ils évitent quand même de prendre trop de risques, d'autant plus avec un peu cette alarme de manière générale. Bon, c'est un peu l'occasion quand même de prendre des bénéfices appuyés. Alors, carnage, c'est peut-être un peu fort, d'autant plus qu'on vient quand même de 20% de hausse. C'est surtout pour exprimer le fait qu'on n'a pas lâché et que ça a payé. Vous faites probablement partie de l'aventure, preuve que la persévérance, la discipline, ça paye à un moment donné, même si le résultat n'est pas immédiat, que les efforts sont quotidiens, que le doute est permanent. Mais je crois que pour beaucoup, un déclic a eu lieu cette semaine, ces dernières semaines, qu'on ne doit pas avoir de certitude, mais que le seul moyen, c'est d'être rigoureux, de faire simple, d'être focus sur le processus, c'est-à-dire ses plans, et de continuer à les bosser tant qu'ils ne sont pas invalidés. D'être méthodique, et aussi et surtout, j'ai envie de dire, de gagner comme un riche, perdre comme un pauvre. C'est-à-dire de tenir ses positions quand le marché commence à nous donner raison. Et comme je le dis souvent aussi, c'est de charbonner quand il commence à nous donner raison. On a donc enfoncé de grosses zones support daily sur l'ensemble des indices. Ces fameux bas de range dans lesquels on évoluait finalement depuis des semaines. L'indice SP500 a été le premier cette semaine que j'ai réenclenché à la vente. Très tôt dans cette inversion de tendance, dès qu'on a eu justement ce 50% de retracement. Et il a encore parfaitement échoué sur cette oblique baissière qui date du début d'année. Alors entre le flux vendeur, les ruptures de zone et le fait que le marché a commencé à nous donner raison, on a encore, oui, des positions vendeuses. Ça sert à rien de se battre comme ça pendant des semaines pour essayer de grappiller 1-2%. Parce que oui, on peut aller chercher, pourquoi pas, 50% de retracement de toute cette vague de hausse qu'on a connue ces derniers mois, entre le mois d'octobre et mi-novembre. Voici ici d'ailleurs sur quelques indices des points de repère qu'on a d'ailleurs déjà commencé à travailler dès lundi avec le carnet de bord. Ça, c'est ce que j'appelle le coup d'avance. Et si jamais ça corrige, ne te pose pas la question en pleine panique. Ah, mais vite, faut que j'achète tout. Bah non, faut avoir préparé à l'avance pour éviter d'agir par émotivité. D'ailleurs, dans cette même logique, les cours du pétrole ont rebondi et échouent sur cette précédente zone support qui correspond aussi accessoirement ligne bleue, moyenne mobile à 20 jours. Donc on reprend la dynamique baissière, moins de croissance, moins de consommation, moins de demande de pétrole. Le dollar américain, lui, réagit tel une valeur refuge sur cette grosse zone support, mais je trouve que c'est encore un peu mou. Ce sera donc cet actif aussi probablement à suivre au cours de ces prochains jours, au travers, sinon pourquoi pas, de l'euro-dollar qui lui a atteint aussi une grosse zone de résistance sur cette zone des 1,07. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Oh là là, c'est très pédagogique aujourd'hui. Une chose importante, attention, c'est bien d'avoir des objectifs ambitieux, mais quand on s'y approche, ne pas oublier de réajuster les invalidations. C'est ce qu'on appelle abaisser son stop loss win. Quand on est vendeur, parce que quand on est acheteur, on remonte son stop loss pour accompagner la tendance. Parce que quand tu t'approches d'un objectif, je dis n'importe quoi, tu vises par exemple 32 000 points sur le Dow Jones, que tu es short depuis 34 000. Bah tu t'approches de cette zone des 32 000, tu as donc 1800, 1900 points de plus-value latente. Est-ce que ça vaut le coup de risquer les 1800 points que tu as en plus-value latente pour une espérance de gain supplémentaire par rapport au cours actuel de 100 ou 200 points? La réponse est non. Donc on a deux options pour accompagner au mieux un mouvement, comme celui qu'on est en train de vivre actuellement. Premièrement, ne pas avoir d'objectif. En gros, tu accompagnes la tendance en ajustant régulièrement tes stop loss, tes niveaux d'invalidation, avec des retracements les plus hauts de la bougie précédente, en horaire ou en daily, jusqu'à ce qu'un jour, tu te fasses invalider, donc tu sortiras jamais au point bas, ça c'est sûr. Deuxièmement, la plus utilisée bien entendu, c'est avoir des objectifs. Des objectifs daily, des objectifs hebdo, des objectifs sur zone, sur moyenne mobile, sur des bandes de Bollinger. Par contre, une fois que tu es sorti, faut pas regretter d'être sorti de la position et te dire « Ah mince, ça continue ». Une fois que les objectifs ils sont atteints, voilà. Et c'est pour ça qu'après avoir travaillé pendant des semaines à la vente, les objectifs qu'on s'est fixés ne sont pas proches. Des premiers gros objectifs ont tous été atteints et c'est très bien. Des deuxièmes objectifs sur des renforts de position ont eux aussi été atteints, mais pas les grosses zones. Et c'est aussi plutôt en phase avec cette vision finalement de fin d'année qu'on a depuis maintenant des semaines et même des mois, qu'on allait rester dans des grosses zones de range hebdomadaire. Je propose donc de réexpliquer lorsque nous sommes dans des ranges, lorsque nous arrivons en haut de range et lorsque nous arrivons en bas de range. Je propose de renommer ce rendez-vous du dimanche le débrief cardio. Genre si on a 5000 likes, on change, on met débrief cardio. Non, vaut mieux pas le faire, non.
Non, c'est une mauvaise idée. Donc je disais, lorsque nous sommes en haut de range et en bas de range, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, c'est un sujet sérieux là, ça devient trop burlesque. Je suis plutôt allé me remettre ça dans le cul. Les vacances, c'est quand déjà? Et dernière option pour les plus actifs, c'est de continuer à travailler sur des unités de temps courtes dans le sens du flux, dans le sens de cette tendance, tant que le marché ne nous dit pas le contraire. Alias, charbonner encore. Donc tous les jours, en fait, lorsque tu as les graphiques et tout, bah, tu te mets une invalidation, horaire par exemple, et tant qu'on reste en dessous, on prend tous les signaux qu'on a selon une méthode d'intervention sur ces unités de temps courtes. Et on recommence, et tous les matins on recommence. Et le jour où ça s'invalide, terminé. On n'est plus dans un flux baissier, dans une tendance baissière. On passe à autre chose, on remet tout à plat, on fait une pause, le temps d'y voir plus clair. Côté microéconomie, Elon Musk lui aussi vend, alors ça concerne ses actions, 3,58 milliards de dollars d'actions Tesla vendues cette semaine. Il en a vendu déjà quand même pour 40 milliards de dollars. C'est la deuxième plus grosse session d'Elon Musk depuis qu'il a racheté Twitter. Amgen, de son côté, à l'inverse, fait ses courses et confirme un accord en vue du rachat de Horizon Therapeutics, qui est spécialiste des maladies rares, et on parle de 28 milliards de dollars. Alors les cryptos en font les frais, suivent aussi les marchés traditionnels, à l'image par exemple du Bitcoin qui a échoué sur cette grosse zone de résistance des 18 000 dollars. Ça correspond au précédent plus bas réalisé cet été et à la rentrée, à 50% de retracement de la purge qu'on a eue lors de l'affaire FTX et cette ligne rouge qui correspond à la moyenne mobile à 50 jours. Sur l'Ethereum, 1350 dollars, c'est à peu près le même principe que sur le Bitcoin, grosse zone de résistance. Alors ça suit le même mouvement que les marchés traditionnels, même si effectivement sur la capitalisation totale, on tient pour le moment les plus bas de cet été, mais que cette crise de confiance liée à l'affaire FTX n'est absolument pas oubliée tant qu'on passe pas au-dessus de ces plafonds de verre. Les relances sont clairement limitées et ça c'est pas un scoop que ça va mettre du temps à digérer. D'autant qu'en plus il y a Binance qui semble être attaqué un peu de partout. Des autorités, pertes, retrait des investisseurs, sachant que l'ancien patron de FTX a été arrêté et la justice américaine est en train d'enquêter à propos de Binance et d'inculper probablement les responsables, CISID, transfert d'argent sans licence, blanchiment d'argent, mais a priori en compromis pourrait quand même être trouvé. Bon, pas de panique pour autant, on reste dans des situations de range, mais c'est vrai que les bonnes nouvelles, il n'y en a pas des masses. Et donc, comme je le disais la semaine dernière, le mieux est d'attendre que les forces qu'on connaît et qu'on a travaillé déjà ces dernières semaines et ces derniers mois reviennent en bas de leur range. Et une fois qu'on rallie ces zones basses de range, qu'on ait des signaux positifs de marché. Le marché nous montre, voilà, là j'ai envie de réagir. Ça nous permet de l'accompagner et surtout d'avoir des invalidations claires, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Sachant qu'entre le moment où je tourne la vidéo et au moment où elle est diffusée, tu la visionnes, il y a toujours un temps de latence et le marché crypto va très vite. Mais pour autant, ça change pas ma vision des choses. J'attends que le marché réagisse positivement sur des zones clés daily, sur les plus fortes de ces derniers mois. Et ce, sans chercher le point bas. Merci de votre confiance. Bravo à tous ceux qui ont profité de cette volatilité des marchés. Alors je suis bien évidemment d'un côté que le travail est payé pour tout le monde, mais d'un autre côté, ça veut dire aussi que ça relance les inquiétudes économiques pour ces prochains mois. Les marchés vont devoir digérer, se replier, c'est en train d'être le cas. Mais de là à se retourner, à partir en mode bear market, ça va à zéro, effondrement, absolument pas. Je rappelle, oscillation fin d'année, peut-être même début d'année prochaine dans ces larges ranges. En tout cas, c'est le scénario qu'on privilégie. On va surtout continuer à faire de notre mieux avec ce qu'on a, avec ce que les marchés nous donnent et nous montrent, en comprenant le contexte avec une vision à 360, à rester discipliné, peu importe les vents et marées. Merci pour vos likes, pour vos partages. Merci aussi d'avoir propulsé le Morning Mood dans le top 100 des podcasts en France. C'est ouf. Je vous kiffe et je vous dis à plus et passez surtout de très belles fêtes de fin d'année.